Aujourd'hui, je vais vous présenter la notion d'acide gras et de lipides qui s'inscrit du coup dans le premier UE et du coup tout particulièrement dans la notion de biologie moléculaire ou biochimie moléculaire. Alors du coup, pour commencer, on va commencer par introduire un peu la notion de lipides, acides gras. Donc les lipides, ce sont des constituants qui sont très hétérogènes, impliquant une difficulté à en donner une définition précise, ce qu'on appelle plus communément les matières grasses. Donc seulement certains lipides contiennent des acides gras. Il n'y a donc pas forcément d'acides gras au sein des lipides. Les lipides possèdent une relative insolubilité dans l'eau et une relative solubilité dans les solvants organiques. Donc cette différence, elle est très importante entre l'insolubilité et la solubilité. Et du coup, ce sont des constituants importants des membranes organiques, et certains d'entre eux sont des hormones et des vitamines. Donc ceux qui constituent des vitamines, ce sont les lipides qui constituent les vitamines, c'est les vitamines qu'on appelle plus communément A, D, E et K. Maintenant, du coup, on va s'intéresser à la classification et aux propriétés physico-chimiques des lipides. Donc on va commencer par présenter la classification de ces lipides. Alors, cette classification, la classification que je vais présenter, elle est assez ancienne et insatisfaisante, car en effet, elle ne prend pas en compte les voies de synthèse. Elle sépare les lipides en deux groupes. Donc d'abord, on retrouve les lipides simples, qui contiennent uniquement du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène, et on a les lipides complexes qui contiennent du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, ainsi que des hétéroatomes, comme du phosphore, de l'azote ou du soufre. Ensuite, donc on s'intéresse plus particulièrement maintenant aux propriétés physico-chimiques de nos lipides. Donc les lipides peuvent posséder des groupements non ionisés. La molécule sera alors hydrophobe, c'est-à-dire qu'elle sera insoluble dans l'eau et soluble dans les solvants hydrophobes, comme l'hexane, le chloroforme, l'acétone ou les éthers. Si les lipides possèdent des groupements ionisés, polaires, donc comme l'oxygène, le phosphore, l'azote ou le soufre, la molécule sera donc plus ou moins hydrophile. Les molécules les plus hydrophiles sont amphiphiles. Une molécule amphiphile possède une partie hydrophobe et au moins un groupement polaire. Elle ne sera pas forcément soluble dans l'eau. La solubilité dépendra de la taille de la partie hydrophobe. En milieu aqueux, avec l'aide d'ultrasons, source d'énergie, les lipides amphiphiles possèdent un seul acide gras, s'agencent en micelles, donc des nanoparticules, grâce aux interactions hydrophobes entre les chaînes carbonées. Ensuite, en ce qui concerne l'état physique des lipides, il peut être considéré comme un état entre fusion et transition de phase. Il est important de comprendre que la notion de TM, donc melting temperature, ou température de fusion, caractérisant le changement d'état. Donc si à température ambiante, les molécules sont à l'état solide, ce qu'on appelle également un gel cristallin, c'est que leur TM est supérieur à 20 degrés. Au contraire, si les molécules sont à l'état liquide, c'est que leur TM est inférieur à 20 degrés. Plus la molécule est longue et saturée, plus le TM augmente. Ensuite, désormais on va s'intéresser vraiment à la notion d'acide gras, qui est un élément fondamental dans la compréhension des lipides, et plus particulièrement à sa structure, à la nomenclature et aux différentes séries. Donc, en ce qui concerne la structure d'un lipide, la structure des acides gras, Donc la plupart des acides gras possèdent la structure suivante. Ce sont des monoacides aliphatiques, donc linéaires, tel qu'on le voit ici sur la molécule qui est de l'acide stéarique, donc un acide gras qui possède 18 carbones, du coup linéaires, non aromatiques tel qu'on peut le voir ici. Ce sont des molécules qui sont non ramifiées, un nombre pair d'atomes de carbone, bien qu'il puisse exister certaines exceptions. Ils sont saturés ou insaturés, donc une insaturation c'est quand ils présentent du coup des doubles liaisons, et ils présentent un groupement polaire, donc le groupement COOH qui est la fonction acide, et un groupement apolaire qui est la chaîne carbonée, tous les carbones qui constituent le reste de la molécule. La longueur de cette chaîne carbonée induira une plus ou moins grande solubilité dans l'eau.
s'intéresse ensuite à la nomenclature. Donc il est possible de nommer les acides gras selon deux nomenclatures. Tout d'abord le nom usuel, qui provient de l'origine de l'élément ayant permis de le purifier comme les tissus ou la localisation. Ou alors le nom chimique, qui provient de la structure de la molécule. C'est-à-dire que l'on peut nommer les acides gras en fonction du nombre de carbone qui les compose, précédé du terme acide et souvent suivi d'un suffixe. Donc on retrouve anoïque pour un acide gras saturé, énoïque pour un acide gras avec une insaturation, diénoïque pour un acide gras avec deux insaturations, triénoïque, tétraénoïque, etc. selon le nombre d'insaturations. Donc du coup sur cette diapositive, donc il y a un peu une diapo rappel, qui est en fait directement issue des cours sur les lipides tels qu'ils nous les étaient présentés en PACES, sont surlignés en bleu les acides gras qu'il est impératif de connaître. Donc du coup on retrouve l'acide palmitique, qui est du coup un acide gras avec une chaîne carbonée qui est composée de 16 carbones, l'acide stéarique, que l'on a vu deux diapos précédemment, qui constitue une chaîne carbonée avec 18 carbones. Ensuite, du coup, C20, donc chaîne carbonée avec 20 carbones, on a l'acide arachidique, et en C24, on a l'acide lignocérique. Donc voilà, faut pas s'embêter à tous les retenir, c'est plus pour présenter l'hétérogénéité de la nomenclature, avec du coup en bleu les différents noms qu'il est impératif de retenir. Ensuite, du coup ces différentes molécules, donc ces acides gras, on peut également les nommer avec le nombre de carbone. Du coup on a une approche qui est un peu plus chimique. On retrouve, donc là aussi c'est très important, si l'on a 16 carbones, on va utiliser le préfixe hexadéca. Si l'on en a 18, octadéca, 20, eicosa, 22, docosa et 24, tétracosa. Et du coup, ça c'est important de le maîtriser parce que si on vous présente une molécule, comme on voit ici un peu sur la molécule au-dessus, l'acide palmitique, donc sur la diapo précédente, c'était celle qui possédait 16 carbones. Et bien du coup, cette molécule, elle porte deux noms différents. On peut l'appeler acide hexadécanoïque, puisqu'on avait dit que les acides gras étaient précédés du terme acide, avec du coup le préfixe qui correspond au nombre de carbone, et le suffixe oïque. Donc cette molécule-là, c'est l'acide palmitique. Juste en dessous, on a un autre acide gras qui est impératif de connaître, donc l'acide eicosanoïque, qui possède du coup 20 carbones, qu'on appelle aussi acide arachidique. Et enfin, on retrouve en bas l'acide tétracosanoïque, qui est également appelé acide lignocérique. Ensuite, en ce qui concerne la notation des acides gras, donc ici on va s'intéresser à une molécule qui est également impérative, qu'il faut absolument connaître, c'est l'acide oléique. Cet acide oléique, c'est une molécule qui a 18 carbones et une insaturation. Donc, comment est-ce qu'on peut écrire cette molécule avec des chiffres? Alors, ici, pour vous aider à comprendre, j'ai utilisé la nomenclature internationale avec des flèches et leur signification. Donc d'abord, on va retrouver 18, c'est le nombre de carbone. Vous pouvez vous amuser à compter, cette molécule, du coup l'acide oléique, elle possède bien une chaîne avec 18 carbones. Ensuite, 2.1, 1, ça va être le nombre d'insaturations. On le rappelle, une insaturation, c'est une double liaison. Du coup, ici, on voit bien qu'il y a une double liaison. Et ensuite, on va s'intéresser à la position de l'insaturation, qui va être indiquée entre parenthèses. Donc là, pour savoir, on part de la fonction acide, donc la fonction COOH. Et donc là, si on s'amuse à compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est au 9e carbone que l'on va retrouver la première insaturation. Donc ensuite, ce qui est impératif de comprendre, c'est que s'il existe plusieurs doubles liaisons, elles respectent toujours une périodicité de 3 carbones. Je m'explique. S'il y a deux doubles liaisons et que la première est sur le carbone 9, la deuxième sera forcément en 12. Donc du coup, comment est-ce qu'on va établir cette numérotation? J'ai déjà abordé un peu cette notion dans la diapo précédente, mais on va y revenir. Donc on part de la fonction la plus oxydée à laquelle on donne le numéro 1. Donc le premier carbone, la fonction la plus oxydée ici, ça va être notre fonction acide, COOH. Ensuite,
on part du carbone alpha. Le carbone alpha, c'est le premier carbone après le carbone 1. Donc du coup, ça va être, si l'on suit la chaîne carbonée, le carbone juste à gauche de la fonction acide. Ça, c'est notre carbone alpha. Et ensuite, on part du dernier carbone. Donc le dernier carbone, par définition, ce sera toujours le carbone noté oméga. On arrive ensuite sur le dernier point de notre grand 2 sur les acides gras, du coup, qui parle plus spécifiquement de la notion de série. Donc la série d'un acide gras représente le nombre de carbones entre la dernière double liaison et le dernier carbone. Elle ne concerne donc que les acides gras insaturés. On la note N-X, X étant la série. Je m'explique. Si l'on prend par exemple ici l'acide linoléique, on va regarder. Donc si l'on cherche le carbone oméga par exemple, on va s'intéresser, on va regarder en fait le dernier carbone à l'opposé de notre fonction acide, donc le CH3 qui est à gauche de la molécule, et on va compter à partir de celui-là le nombre de carbones avant d'arriver à la première double liaison. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et du coup, on sait qu'on va être sur une molécule qui est oméga 6. Si on prend ensuite la molécule qui est juste en dessous de l'acide gras, linolénique. Là, si on refait la même chose, qu'on part du carbone oméga, qui est le carbone complètement à gauche, à l'opposé en fait de la fonction acide COH qui du coup, je le rappelle, le premier carbone, on va avoir 1, 2, 3, et du coup, elle s'inscrit dans une série oméga 3. Alors ensuite, pour clôturer cette présentation, je vais vous parler des rôles structuraux des lipides. Donc les lipides, glycérophospholipides et sphingomyélides, sont les principaux constituants des membranes biologiques. Ils sont constitués d'une tête polaire et de 2 chaînes carbonées apolaires. Cette structure permet la formation d'une bicouche lipidique, nécessaire à la compartimentalisation cellulaire. La fluidité de la membrane dépend de la saturation des acides gras composant les lipides, plus les acides gras sont saturés, moins elle est fluide, et la longueur des chaînes carbonées. Plus les chaînes sont longues, moins elle sera fluide. La teneur en cholestérol influe négativement sur la fluidité. Les interactions hydrophobes agissant entre les chaînes carbonées permettent une relative imperméabilité aux différents éléments qui voudraient rentrer ou sortir d'une cellule. Par exemple, les acides aminés, les glucides ou les ions ne peuvent pas traverser librement au travers de la bicouche lipidique en raison de leur taille, pour les glucides et les acides aminés, ou de leur charge, pour les ions. En revanche, l'urée, l'acide lactique et l'acide pyruvique diffusent librement. Des protéines, des glucides et d'autres lipides viennent s'ancrer dans la membrane. Ils ont un rôle stabilisateur, protecteur et de signalisation. Du coup voilà, c'est bon pour cette présentation. Je vous souhaite bon courage pour la suite de l'apprentissage.